Bonjour à tous, bienvenue au facteur numéro 5, c'est-à-dire l'impact de la concentration sur la vitesse. Tu sais qu'évidemment, pour respecter la théorie des collisions, il y a trois paramètres à respecter. Et si les trois paramètres, donc réactif rencontre réactif, la bonne orientation tridimensionnelle et finalement la bonne atteinte de l'énergie d'activation, à ce moment-là, tu auras des collisions dites efficaces. Plus les collisions efficaces augmentent, plus la vitesse augmente. Comment ferais-tu pour augmenter le paramètre ou le critère numéro 1, c'est-à-dire la probabilité que des réactifs rencontrent d'autres réactifs? Eh bien, tu pourrais en augmenter la concentration. Donc, dans le même volume, si tu augmentes la quantité de particules, évidemment, elles auront plus de chances de se rencontrer. Et en ayant plus de chances de se rencontrer, il y a davantage de succès pour le critère numéro 1. Et donc, ton nombre de collisions efficaces devrait augmenter. Sur la courbe de distribution de Maxwell-Boltzmann. Donc, c'est la troisième courbe que tu dois être capable d'interpréter. Je te rappelle que la courbe régulière serait la verte et que l'objectif, c'est d'aller regarder l'air sous la courbe à droite de la ligne d'énergie d'activation. Donc, on comprendrait qu'il y a une certaine zone ici en vert qui correspond aux particules qui ont l'énergie suffisante pour être capable de respecter cette fois-ci le critère numéro 3, donc l'énergie d'activation, dans le but de potentiellement faire des collisions efficaces. Si j'augmente la concentration, je ne suis pas en train de déplacer l'énergie d'activation. Je ne suis pas non plus en train d'augmenter l'énergie cinétique des particules grâce à la température, donc je n'aplatirai pas ma courbe ou je ne la rends pas plus pointue. Ce qui va se passer, c'est tout simplement que je vais augmenter les particules. Donc, tu le vois ici, toute ma courbe augmente. Fais attention, si j'avais subi une diminution de ma température, tu as raison que par rapport à ma courbe initiale ici, il y aurait eu un plus grand pic qui se serait formé. Par contre, ce plus grand pic qui ressemble étrangement à la courbe bleue aurait été plus bas à la fin parce que je te rappelle que la température, c'est une réorganisation de l'air sous la courbe. Donc, si tu veux avoir plus de particules qui ont une plus petite vitesse, parce qu'évidemment, une plus petite température génère moins d'énergie cinétique, à ce moment-là, tu en aurais donc moins qui franchiraient l'énergie d'activation nécessaire. Mais là, on n'est pas dans ce processus-là. Donc, on est dans un processus où on évalue plutôt la concentration. Donc, en rajoutant des particules, il y en a plus qui vont atteindre des valeurs normales, mais il y en a aussi plus qui vont atteindre le critère d'énergie d'activation. La problématique, c'est que malheureusement, la relation entre la concentration et la vitesse, ce n'est pas toujours directement proportionnel. Il va falloir passer par la loi des vitesses qui s'observe dépendamment de si on a une réaction élémentaire ou une réaction complexe. Elle va s'observer différemment. Donc, on va devoir aller regarder ce qu'on appelle l'ordre de proportionnalité entre la vitesse et la concentration. La formule de base, quand on va vouloir créer l'expression algébrique qui met en relation la concentration d'une substance avec la vitesse, ça va toujours être la même structure. On commence par un V minuscule. On l'égalise à une constante. Je t'en reparle un peu plus tard, principalement dans la capsule sur les expressions complexes. Ensuite, tu mets entre parenthèses le réactif numéro A. S'il atteint certains critères, on y revient dans un instant. Tu vas utiliser un ordre de réaction, ça aussi on y revient. Et tu vois qu'on multiplie à chaque fois. S'il y a d'autres réactifs, on les multiplie. Donc, ça peut être une chaîne sans fin. Donc, si on rajoute le réactif E, le réactif F, eh bien, on ferait fois crochet E, fois crochet F, etc., etc. Donc, ça, c'est le squelette de la rédaction de notre équation de vitesse qui met en relation la concentration et la vitesse.
Pour être capable d'écrire ce genre d'équation-là, il faut que je respecte 3 paramètres. Le premier, qui est très important, c'est qu'évidemment, si tu veux évaluer la vitesse entre les réactifs et les produits, il faut que tu t'attardes aux réactifs. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont avoir un impact direct sur la possibilité de se briser et de se réorganiser en vue de former des produits. Donc, les produits, c'est assez simple, tu ne les utilises pas parce que c'est vraiment que les réactifs qui vont avoir un impact sur la vitesse de la réaction. Ensuite, lorsque tu regardes les réactifs, tu dois t'assurer qu'ils sont absolument gazeux ou aqueux. Pourquoi? Bien parce que si tu veux évaluer une concentration, ça n'existe pas une concentration de liquide. Si je te demande quelle est la concentration de l'eau distillée, bien c'est impossible. L'eau distillée, c'est de l'eau pure. Donc, il ne peut pas y avoir rien dedans. Donc, il n'y a pas de concentration possible. Même chose si je te demande quelle est la concentration de l'huile, c'est liquide, c'est une substance pure, c'est impossible d'avoir une concentration. Si je te donne des exemples pour les solides, ben, la pastille de NaOH que tu utilises pour des laboratoires, tu dois être ganté, tu dois faire attention à ta sécurité, c'est corrosif parce qu'une pastille de NaOH, c'est pur. Donc, si moi, je veux te faire utiliser des concentrations qui sont plus faibles, je dois prendre la pastille et la dissoudre dans de l'eau et donc dans du solvant, ce qui va faire que ça va devenir du NaOH aqueux. Et là, je vais pouvoir parler à ce moment-là d'une concentration parce que je peux mettre plus ou moins de NaOH dans l'eau. Mais par contre, si j'utilise que le NaOH solide, c'est du NaOH pur, donc il n'y a pas de concentration possible. Donc, ça fait en sorte que quand je vais aller utiliser mes réactifs dans le but d'écrire mon squelette de réaction, je ne peux pas ni prendre de substances solides ni de liquides que les gazeux et les aqueux. Finalement, ça c'est davantage un paramètre, le paramètre central ici que je vais réutiliser comme explication quand je vais t'expliquer les expressions algébriques pour les mécanismes complexes, mais tu comprendras que ça ne se fait jamais par théorie. Tu as besoin très souvent de tableaux qui vont te donner des exemples de vitesse et des exemples de concentration. Et c'est à travers l'analyse de ces tableaux-là que tu vas être capable de déterminer l'ordre, c'est-à-dire l'exposant de tes réactions chimiques. Pour une réaction élémentaire seulement. Donc, qu'est-ce qu'une réaction élémentaire? C'est une équation simple de ton mécanisme réactionnel. Donc, ça va toujours être écrit dans la question d'examen si on a une réaction qui est élémentaire ou complexe. Si c'est une réaction qui est élémentaire, comment vas-tu créer ton squelette de réaction entre la vitesse et la concentration? D'abord, ici, il devait y avoir une flèche. Donc, d'abord, tu fais abstraction complètement des produits parce que, tel que dit tout à l'heure, les produits vont déjà être produits. Donc, ils ne participent pas, il n'y a aucun impact sur ceux-ci avec la réaction et la vitesse de réaction. Ensuite, tu analyses si tu as des solides ou des liquides. C'est le cas. Donc, je ne pourrai pas les utiliser. Pourquoi? Bien, parce qu'ils n'ont pas de concentration. Et finalement, donc quand j'écris le squelette, il est juste ici. J'écris V minuscule égale à K, concentration de mon HCl. Et parce que c'est une réaction élémentaire, j'ai le droit de prendre le coefficient et de faire en sorte qu'il devienne l'ordre de la réaction. Aussi simple que ça. Si on fait donc un petit exercice synthèse, premièrement, on s'assure que c'est écrit dans la question que c'est une équation élémentaire, une réaction plutôt élémentaire. Ensuite, on fait abstraction des produits. On valide que c'est gazeux ou aqueux. Et ensuite, on construit notre équation. Donc, V minuscule égale à K. C'est toujours K, qui est K pour constante. Ensuite, crochet N2. Le coefficient qui est de 1 ici
devient l'exposant, ou si tu préfères, l'ordre de la réaction. Et après ça, on continue, multiplié par crochet, H2, et on a un coefficient de 3, donc ce sera un ordre de 3. Le deuxième exercice, on fait abstraction des produits. Oups, il y a un solide, donc on n'a pas le droit de l'utiliser parce qu'il n'y a pas de concentration d'un solide. On confirme que notre équation était bien balancée, sinon on en profite pour la balancer. Et donc, ça deviendra V minuscule égale à K, concentration que du O2, et le coefficient devient l'exposant. Finalement, on attaque la troisième, donc on n'a pas besoin des produits. Et au problème, il n'y a pas de substance aqueuse ni gazeuse, donc on ne peut pas utiliser ni le solide ni le liquide. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, ça veut dire que la vitesse va être directement proportionnelle à la constante. C'est donc logique qu'on ne peut pas établir de formule davantage précise par rapport à une concentration parce qu'il n'y a aucune information de concentration dans la réaction chimique. Donc, voilà comment écrire des équations algébriques pour des mécanismes élémentaires. Si je pousse légèrement plus loin l'analyse de tout ça, donc il nous reste une seule étape à faire, déterminer justement le fameux K, qu'est-ce qu'il représente? Eh bien, il représente une constante additionnelle pour être certain que tous les paramètres soient bien respectés entre la concentration et la vitesse. Et cette constante-là change en fonction de la température. Donc, comment je ferais pour être capable de trouver la constante? Eh bien, la première étape, c'est de faire l'équation, l'expression algébrique de la vitesse. Donc, je m'assure que c'est élémentaire. Ça me le dira toujours. Je n'utilise pas les produits. Je valide que ce sont des gaz ou des substances aqueuses. J'écris ensuite mon équation. Mon équation, c'est V minuscule égale à K crochet A. Mon coefficient est devenu mon ordre, crochet B. Mon coefficient, encore une fois, est devenu mon ordre. Ça, c'est vrai parce que je suis dans le cas d'une équation chimique élémentaire. Deuxième étape, si je veux être capable de trouver ma constante, je vais l'isoler. Pourquoi? Parce que je constate que j'ai la valeur de la vitesse juste ici, j'ai la valeur de la concentration de A ici, et j'ai la valeur de la concentration B juste là. Donc, j'ai les trois informations, sauf la constante. Donc, on isole, K est égal à V sur concentration de A fois concentration de B à la 2. Bon, tu n'es pas obligé d'officiellement mettre le à la 1, il n'y a aucun problème. Et ensuite, on rajoute les différentes valeurs. Donc, 0,06 mol par litre seconde divisé par la concentration de A qui est 0,02 mol par litre fois, et là on fait attention à la gestion des unités parce que c'est à la 2, 0,03 mol par litre au carré. Et donc, le résultat mathématique de ça, ça nous donne 3333,3. Si tu préfères utiliser la réponse en chiffres significatifs, eh bien, tu comprends que vu qu'il y a des multiplications et des divisions, ce serait la règle numéro 2. La règle numéro 2 dit qu'on doit regarder les chiffres significatifs. On a un chiffre significatif et un chiffre significatif. Donc, notre réponse va être un seul chiffre significatif, ce qui correspondrait à 3 fois 10 à la 3 comme la valeur de constante. Maintenant, gestion des unités. Bon, d'abord, tu sauras qu'on te fournit toujours les unités de la constante K dans un tableau dans l'examen. Donc, c'est assez simple, mais si tu veux les retrouver, comment faire?
eh bien, tu comprends que ici, tu as mol et mol qui s'annulent, litre et litre qui s'annulent aussi. Tu te retrouves donc déjà avec le seconde au dénominateur. Et ici, au dénominateur, tu as des mols par litre. Ça deviendra des mols à la 2 et des litres à la 2. Et comme un peu tu as déjà vu en mathématiques au primaire, quand c'est 1 sur une demi, tu sais que ça correspond à 2. Eh bien là, c'est 1 sur mol carré litre carré. Donc, ça devient des litres carrés mol carré parce qu'il y a inversion d'une fraction sur une fraction. Donc, quel est le résultat final? Eh bien, l'unité finale est le suivant. Donc, on obtient des litres carrés sur des mol carrés secondes. Si jamais tu as eu de la difficulté à suivre ce processus d'unité, c'est très simple. Dans le tableau, on va te donner des unités en fonction de ce qu'on appelle l'ordre général de la réaction. Et pour trouver l'ordre général, c'est assez simple. Il suffit que d'additionner les deux ordres partiels. Donc, l'ordre global plutôt. L'ordre global deviendrait de 3. Donc, tu irais chercher quelle est l'unité de la constante quand on a un ordre global de 3. Et la réponse serait exactement ceci donné dans ton tableau. Donc voilà le processus pour trouver une équation algébrique de la vitesse, car c'est une réaction élémentaire, et comment ensuite trouver la constante K. Voilà, je te souhaite une excellente fin de journée.